Allez, c'est parti, plongeons direct dans cette analyse. Franchement, quand on regarde notre smartphone ou le café qu'on vient de commander, on ne se rend pas toujours compte qu'on profite d'un balai logistique d'une fluidité juste incroyable. Mais comment l'Europe a-t-elle réussi l'impossible? Comment a-t-elle transformé un continent historiquement et géographiquement super fragmenté en un réseau de transport qui est, aujourd'hui, le plus intégré et durable de la planète? C'est une histoire fascinante où vous allez le voir, les pires contraintes sont devenues de véritables moteurs d'efficacité. Au programme aujourd'hui, on va suivre une feuille de route très claire. On va d'abord parler de la géographie, puis de la solution d'interopérabilité. On passera au réseau continental, au report modal écologique, on fera un détour par le hub de Rotterdam et on terminera par notre verdict final. On attaque tout de suite avec notre première partie, la géographie de la fragmentation. Pour bien comprendre ce modèle, il faut vraiment visualiser le terrain de jeu. Pensez au modèle américain un instant. Là-bas, l'expansion s'est faite de manière assez naturelle sur d'immenses territoires plutôt homogènes. Mais l'Europe, c'est littéralement l'inverse. C'est un véritable casse-tête. On a une densité urbaine énorme, une mosaïque de dizaines d'États souverains et des barrières physiques monumentales comme les Alpes ou de grands fleuves. L'intégration ici, elle ne s'est pas du tout faite toute seule. C'est de l'ingénierie forcée, construite par pure nécessité pour surmonter ses propres obstacles historiques et géographiques. Et il faut bien le dire, avant qu'on harmonise tout ça, c'était un chaos absolu. Imaginez un peu la galère. C'est comme si vous deviez changer de prise électrique pour votre chargeur tous les 100 km. Sur les rails, c'était exactement ça. On avait des tensions électriques qui passaient de 1,5 kV à 25 kV selon le pays. Ajoutez à ça des signaux qui ne se comprenaient pas, des règles de sécurité totalement différentes et de multiples langues. Bref, un cauchemar opérationnel total. En fait, toutes ces incompatibilités agissaient exactement comme des murs. Des murs invisibles, certes, mais bien réels. À chaque passage de frontière, les trains devaient s'arrêter net. Il fallait physiquement détacher la locomotive, embrancher une nouvelle qui soit compatible avec le pays d'en face et remplacer toute l'équipe de conduite. Évidemment, ces arrêts à répétition faisaient complètement exploser les temps de trajet et les coûts d'exploitation. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Comment on a trouvé la solution grâce à l'interopérabilité? Plutôt que d'essayer d'imposer l'uniformité par la force ou de tout reconstruire à coups de milliards, l'Europe a choisi d'être maligne. Elle a misé sur l'intelligence systémique avec l'ERTMS, le système européen de gestion du trafic ferroviaire. En gros, c'est quoi? Au lieu de couler du nouveau béton, on a créé une colonne vertébrale purement numérique. C'est un standard unique qui unifie les signaux, la sécurité et permet au train de dialoguer en continu avec l'infrastructure, peu importe le pays qu'il traverse. Et l'impact de ce standard a été dingue. Ça a littéralement fracassé ces fameux murs invisibles. En réduisant drastiquement les arrêts techniques, le trafic transfrontalier est devenu d'une fluidité inédite. Et c'est là que c'est fort. Ça a permis de booster massivement la capacité de transport sur des lignes qui existaient déjà. Pas besoin de reconstruire des voies, on transporte juste beaucoup plus de marchandises, beaucoup plus vite. Passons maintenant à notre troisième étape, la structuration d'un véritable réseau continental. Pour réussir à relier ce continent de bout en bout, il fallait une stratégie politique colossale. C'est le rôle du RTT, le réseau transeuropéen de transport. L'approche ici n'est plus du tout nationale. C'est un projet d'infrastructure ultra ambitieux, multimodal, pensé à l'échelle supranationale. Et pour forcer cette union physique sur le terrain, l'Europe a carrément ouvert les vannes des subventions publiques. Bien sûr, pour que tout cet argent public soit vraiment utile, on a ciblé des artères vitales, ce qu'on appelle les corridors prioritaires. On parle de l'axe Rhin-Alpes, du trajet Scandinavie-Méditerranée ou encore des corridors Atlantique et mer du Nord-Baltique. L'idée, c'est d'injecter la technologie et les financements de manière hyper stratégique le long de ces routes transfrontalières pour irriguer en profondeur l'économie de tout le continent. Allez, on aborde un point absolument central, le report modal écologique. C'est vraiment ça qui rend le modèle européen unique par rapport au reste du monde. Face à des autoroutes complètement saturées et un bilan carbone alarmant, l'Europe n'a pas eu le choix. L'intégration de la contrainte environnementale est devenue stricte. Les politiques publiques forcent délibérément la marchandise à quitter les camions pour monter sur des trains ou des bateaux. Ici, l'écologie n'est pas juste une option marketing. C'est le moteur principal qui oblige le système à devenir beaucoup plus performant. Et pour réussir ça, ils ont développé des solutions hyper ingénieuses, comme les autoroutes ferroviaires. Le concept est juste brillant. On utilise des wagons dotés d'une technologie de chargement latéral qui pivote pour embarquer des semi-remorques complètes, pesant des dizaines de tonnes, directement sur les rails. La chaîne logistique n'est jamais interrompue, on garde la même remorque, mais on retire d'un seul coup des milliers de camions de nos autoroutes. Le résultat? Une réduction massive de la pollution et des embouteillages. Ce qui m'amène à notre cinquième point, plongeons au cœur du hub de Rotterdam et de la puissance fluviale. Pour bien comprendre, sortons un peu de la théorie politique. Ce chiffre 1 massif que l'on observe n'est pas tombé du ciel. Il représente le port de Duisbourg, situé sur l'axe rhénan.
Et accrochez-vous, c'est le tout premier, le plus grand port intérieur au monde. C'est le symbole parfait de cette puissance fluviale qu'on sous-estime tout le temps, mais qui agit comme une artère colossale pour abreuver silencieusement toute l'Europe centrale en marchandises. La véritable philosophie européenne, elle est résumée dans ce relais logistique. Aucun mode de transport ne règne en maître. D'abord, le navire maritime amène des volumes immenses. Ensuite, le réseau fluvial prend le relais parce que c'est très peu coûteux. Puis, le train intervient pour transporter de grosses capacités loin dans les terres. Et enfin, le camion entre en jeu, mais uniquement pour les derniers kilomètres, grâce à sa flexibilité. L'objectif ultime, c'est vraiment l'optimisation de tout le système, pas de monopoliser le marché. Et le cœur battant de toute cette mécanique, c'est le port de Rotterdam. C'est un hub en grande partie automatisé, où la mer, le fleuve, le rail et la route se connectent en direct à une vitesse de traitement hallucinante. Mais attention, cette méga machine a un vrai talon d'Achille. Rotterdam reste totalement dépendant de ce qu'on appelle son hinterland, son arrière-pays. Si les rails ou les fleuves qui descendent vers la France ou l'Allemagne sont saturés, c'est tout ce cœur logistique qui risque l'infarctus. On arrive à notre 6e et dernière partie. L'heure de faire les comptes avec les coûts de ce modèle européen. Il faut poser un verdict honnête sur tout ça. L'Europe a fait un choix très clair. Elle a délibérément sacrifié la rentabilité financière immédiate sur l'autel de la durabilité et d'une intégration régionale super profonde. D'un côté, c'est un vrai triomphe environnemental et technologique, il n'y a pas de doute, mais de l'autre, le ticket de caisse est lourd. On parle d'une bureaucratie vertigineuse, de prises de décision qui s'étalent souvent sur des années, et surtout d'un système qui est sous perfusion constante de subventions publiques. En résumé, réussir à transformer ce continent complètement morcelé en une machine fluide, c'est un miracle d'ingénierie et de volonté politique. Seulement voilà le paradoxe européen, l'incroyable corset réglementaire qui rend cette efficacité technique possible sur le terrain, eh bien, il finit aussi par freiner le système, à cause de sa propre lourdeur institutionnelle. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. À force de volonté, l'Europe a forgé un joyau logistique unique et durable, prouvant que de grandes contraintes peuvent engendrer l'excellence. Mais la vraie question qui s'impose aujourd'hui, c'est celle-ci. Dans un monde où les ressources financières sont de plus en plus limitées, ce modèle sur mesure, hautement subventionné et administrativement si complexe, est-ce que c'est un luxe purement européen? Ou est-ce le seul avenir véritablement viable pour le commerce mondial? Je vous laisse y réfléchir.